Bonjour les 3e A. Donc comme vous l'avez vu dans le cahier de texte, aujourd'hui on tente des nouvelles choses. On va voir si ça fonctionne bien, vous me direz ce que vous en pensez. Le cours en vidéo pour que vous puissiez suivre en ayant à la fois les explications, le support, du temps pour pouvoir copier ce qui est nécessaire de copier, donc les corrections ou le cours. Vous pouvez mettre pause quand vous voulez, revenir en arrière. Ça devrait être plus pratique pour vous. Donc comme d'habitude, vous trouverez dans votre cahier de texte le détail du cours avec la correction que vous avez vu si vous avez trouvé cette vidéo. Donc elle sera intégrée ici. Vous avez la possibilité de récupérer tout ce qu'il faut ici en texte. Et on va travailler, donc là pour aujourd'hui vous aviez à relire à lire cette leçon sur les figures de style, sachant qu'il y en a une avant que vous avez à la page précédente, qui est vraiment sur l'analogie, donc toutes les figures de comparaison. Et il y en a alors quelques-unes que vous connaissez déjà, comparaison, métaphore, etc. Personnification, sans doute, on y reviendra. Vous les avez aussi dans la fiche que je vous ai redonnée. Et on les retravaillera au fur et à mesure. Donc pour aujourd'hui, ce que vous aviez à faire, c'était lire cette leçon-là, qu'on va reprendre ensemble très rapidement. Vous avez la carte mentale à côté qui doit aussi vous aider. Donc les figures d'opposition, les figures d'insistance, les figures de style sont toujours rangées ainsi enfin elles sont regroupées, ça permet de les retenir plus facilement. Donc vous aviez les figures d'analogie, l'analogie ça veut dire la comparaison, donc dans la première leçon, et ici les figures d'opposition et d'insistance. Dans l'opposition, vous avez l'antiphrase, quand en gros on dit le contraire de ce qu'on veut dire, mais tout le monde comprend que c'est bien le contraire, vous l'utilisez tous les jours. L'antithèse qui est vraiment une opposition dans la même phrase ou dans le même paragraphe, mais deux choses vraiment contradictoires qui sont mises en opposition. Et l'oxymore, alors on y reviendra plus en détail, c'est une forme d'antithèse, mais quand les deux choses opposées sont vraiment associées. L'exemple que vous avez, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. On peut avoir aussi comme autre exemple un silence assourdissant, où on a ici vraiment deux réalités complètement opposées, mais qui sont associées. Et dans ce cas-là, on parle d'un oxymore. Et puis, toutes les figures de style qui vont nous permettre un effet d'insistance, l'anaphore, la répétition en début de vers, de phrases, de paragraphes, qu'on a vu déjà. Donc, vous avez peut-être remarqué que cet exemple-là, il est tiré du poème justement sur le groupe Manoukian qu'on a travaillé ensemble. On avait déjà expliqué l'anaphore d'ailleurs. Vous avez l'énumération ou l'accumulation. Alors il y a une petite nuance sur laquelle on reviendra plus tard, qui évidemment, puisqu'on accumule des choses, apporte un effet d'insistance. L'hyperbole qui est une exagération, que vous utilisez aussi au quotidien, pas toujours en sachant que c'est une hyperbole, mais que vous utilisez constamment. Exemple tout simple, je meurs de faim. Évidemment, il y a une exagération, mais c'est dans le langage courant. Et puis, à l'inverse, litote et euphémisme, qui sont des figures d'atténuation, alors pas tout à fait avec le même effet, et donc pas avec la même intention. Quand on parlera des figures de style, c'est toujours ça qui va être très important, l'effet que ça a dans le texte, parce qu'on n'utilise pas une figure de style juste pour faire joli, c'est pas de la déco. Le but, c'est vraiment qu'il y ait un effet quand on va le lire, et c'est aussi donc ce qui va avec, c'est-à-dire l'intention de l'auteur. Même chose, quand on l'utilise, c'est pour que ça ait un effet. De la même façon, quand vous allez analyser un texte, si vous trouvez une figure de style, il faut toujours que vous en expliquiez l'effet. Parce que la trouver pour la trouver et pour montrer que vous savez ce que c'est qu'une hyperbole ou une mitote, c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. À la limite, on va même préférer que vous, enfin moi en tout cas, je vais préférer que vous sachiez expliquer l'effet d'une figure de style, même si vous n'avez plus exactement la définition, mais que vous compreniez comment ça marche et surtout que vous compreniez à quoi ça sert, plutôt que d'avoir une définition que vous êtes capable de réciter, mais sans forcément la repérer dans le texte ou comprendre à quoi elle sert. Donc voilà pour le petit rappel. Servez-vous de cette carte mentale qui peut aussi vous aider. Évidemment, il y a la leçon aussi qu'on a vu, que je vous ai redonnée. Et puis vous aviez dans ces exercices-là le 2
le 3, le 4, le 5. Le 3 qu'on corrigera en dernier, hein, que je vous avais donné d'ailleurs en dernier. Alors, j'ai repris l'interface du TBI pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc comme ça, vous allez pouvoir le retrouver. Je vais le reprendre ici, voilà. Donc correction de ce premier exercice. Donc vous retrouvez vos repères, hein. Le petit rideau pour ne pas voir la correction trop vite, mais là vous avez déjà fait vos exercices, donc je ne vais pas le laisser longtemps. Cet exercice de donc contre toute l'Europe avec ses capitaines, avec ses fantassins couvrant au loin les plaines, avec ses cavaliers, tout entière debout comme une hydre vivante, ils chantaient, ils allaient, l'âme sans épouvante et les pieds sans souliers. Un poème de Victor Hugo qui montre évidemment, enfin qui parle d'une armée, hein, qui se met tout entière en marche. Les figures de style, à chaque fois, hein, il y en a plusieurs dans chaque extrait. Donc, vous aviez ici, dans cet exercice-là, je vais enlever le titre, hop. Évidemment, des hyperboles, c'est-à-dire les exagérations, hein, que vous avez en premier contre toute l'Europe, puisqu'il ne faut quand même pas exagérer, hein, ils vont se battre, mais pas contre le continent en entier, donc une exagération. Tout entière debout, même chose, hein, ça va dépendre aussi de ce dont on parle. Et comme une hydre vivante, alors qui est une comparaison, une des premières figures de style que vous avez apprises. L'hydre, c'est évidemment la référence à un animal fabuleux, hein, de la mythologie grecque, qui est en forme de serpent d'eau, et surtout dans un usage littéraire, on s'en sert de façon métaphorique pour désigner un mal qui se renouvelle constamment, qui augmente sans cesse. Donc là, c'est l'idée justement que cette armée, enfin, il y en a qui vont tomber, qui vont mourir, mais il y en aura toujours d'autres derrière pour continuer. Et donc cette comparaison est une hyperbole, hein, puisqu'on exagère, il y a forcément un moment où il n'y aura plus de soldats, hein, donc on est bien ici dans cette figure de style d'exagération, qui va donc amener un effet d'insistance. Ensuite, vous allez trouver des énumérations que vous voyez ici en bleu. L'énumération, évidemment qu'on va accumuler des choses pour insister sur le nombre, mais aussi ça va permettre, notamment beaucoup dans la poésie, alors d'ailleurs, petite parenthèse, c'est en général dans la poésie qu'on va trouver le plus de figures de style. C'est souvent dans cette séquence-là qu'on vous fait travailler les figures de style, puisque le texte étant plus court et forcément plus travaillé, donc avec la musicalité, le rythme, etc., on va trouver aussi beaucoup de figures de style. Les énumérations vont faire partie aussi du travail du rythme. Exemple avec la première, avec ses capitaines, avec ses fantassins, avec ses cavaliers. Au passage, on peut presque repérer une anaphore, mais qui est ici pas tout à fait parfaite, donc on ne va pas en parler tout de suite. Mais vous avez cette répétition qui va amener une énumération, puisqu'à chaque fois c'est quelque chose de nouveau, hein, avec toutes sortes de soldats, les capitaines, les fantassins, les cavaliers. Et c'est une énumération, pardon, qui va nous apporter un rythme ternaire, puisque c'est x3. Plus loin vous avez une énumération avec un rythme binaire, ils chantaient, ils allaient, hein, où on a cette répétition avec un verbe différent à chaque fois. Et même chose ensuite avec l'âme sans épouvante et les pieds sans souliers, où vous avez ici, alors énumération quand on n'a que deux, c'est un petit peu exagéré, mais on va quand même s'en servir, parce que ça va nous montrer aussi le rythme binaire. Et ici, vous avez en plus un parallélisme de construction, puisque vous avez ici exactement la même forme syntaxique, hein, avec l'expansion du nom, qui est privative, hein, l'âme sans épouvante, les pieds sans souliers. On a un parallélisme ici, on pourrait mettre justement le signe parallèle, hein, où on va retrouver exactement la même chose de chaque côté dans la construction. Pas forcément toujours dans le sens, mais en tout cas dans la construction. Donc voilà pour ce premier exercice. Évidemment, vous pouvez mettre pause pour reprendre vos esprits et puis pour reprendre des notes si besoin dans votre correction d'exercice. Et moi, je vais passer tout de suite à la correction du petit b dans cet exercice-là.
Mais depuis trop de mois, nous vivons à la veille, nous veillons, nous gardons la lumière et le feu, nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille, à maint bruit vite éteint et perdu comme au jeu. Un autre texte de Desnos, sur lequel on travaillait, enfin avec quel auteur on travaillait. Vous avez ici, alors on va aller plus vite, hein, essentiellement une accumulation que vous avez repéré avec la répétition du nous et à chaque fois un nouveau verbe qui montre la façon dont chacun gère cette vie sous l'occupation, qui est un peu une vie au ralenti, hein. Alors on pourrait aussi faire un parallélisme avec ce qu'on vit en ce moment, à quelque chose près, en espérant que ce ne soit pas des mois, mais seulement des semaines, ce qui devrait être le cas, hein. Mais là, vous avez donc l'accumulation assez simple. L'effet, c'est bien évidemment d'insister, hein, de montrer toutes les choses qui sont modifiées par cette vie-là. Et puis une autre, alors sur laquelle je vais passer très vite, puisqu'on y reviendra plus tard dans la séance, on étudiera le poème d'Éluard, Liberté, j'écris ton nom, on l'étudiera en entier, ça c'en est un extrait, où vous avez une anaphore qui structure tout le poème à chaque strophe. Et là, vous avez une seule strophe. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom. D'ailleurs, au passage, je peux même rajouter celui-ci qui va aussi participer à cette structure anaphorique, même si c'est pas tout à fait le début du vers. Mais en tout cas, ça reprend toujours la même construction. Donc voilà pour ces deux-là. L'exercice 4, beaucoup plus rapide et plus facile. Alors simplement petite précision. Je vous disais en reprenant la leçon qu'il y a une différence entre euphémisme et litote, qui sont toutes les deux des figures d'atténuation. Donc on va dire quelque chose en atténuant les faits, c'est-à-dire que ce sera moins fort que ce qu'on aurait dit normalement. Simplement, c'est pas du tout avec la même intention. Dans le cas de la litote, c'est qu'on va sous-estimer ce qu'on veut faire comprendre. Hein, mais on va forcément, tout le monde va comprendre qu'en fait on veut dire beaucoup plus. Exemple tout simple, si vous voyez passer quelqu'un et que vous dites oh, ben, il est pas mal celui-là, c'est une litote, tout le monde a bien compris qu'en fait vous le trouvez carrément mignon, mais ce soit par pudeur, par gêne, ce qu'on veut, on va pas le dire complètement. Donc on va se contenter de il est pas mal, on atténue le fait qu'en fait on l'a trouvé vraiment beau. L'euphémisme, lui, a une intention un petit peu différente. On va toujours atténuer, mais c'est pour essayer de diminuer l'impact d'une parole qui peut être blessante, d'une réalité qui va être trop difficile à entendre. C'est beaucoup utilisé dans le langage courant, c'est des expressions figées, comme celles qu'on vous propose ici. Donc un non-voyant, c'est évidemment un aveugle, mais on atténue la façon de le dire pour que ce soit moins brutal. Même chose pour le quatrième âge. Si on le dit un peu crûment, on va parler des vieux, mais on pourra parler aussi des anciens, qui est une forme aussi d'euphémisme, un petit peu entre les deux. Demandeur d'emploi, qui apparaît deux fois, alors que ce soit au singulier ou au pluriel, c'est exactement la même chose, mais ça désigne évidemment un chômeur. L'incivilité, c'est en vrai une agression, simplement on le dit de façon beaucoup moins brutale, tout comme la surcharge pondérale, qui va désigner une forme d'obésité. En général, on l'utilise pour quelque chose d'un peu moins fort que l'obésité, mais ça reste la même chose, hein, c'est du surpoids. Simplement, on atténue cette réalité. Donc voilà pour l'exercice 4. Et on va passer tout de suite au 5, avec un texte un petit peu plus long, 2 strophes avec beaucoup de figures de style et donc les effets produits. Il y en a qui prient, il y en a qui fuient, il y en a qui maudissent et d'autres réfléchissent, courbés sur leur silence pour entendre le vide, il y en a qui confient leur panique à l'espoir, il y en a qui s'en foutent et s'endorment le soir, le sourire aux lèvres. Et moi, devant cette table tranquille, écoutant la mort de la ville, écoutant le monde mourir en moi, et mourant cette agonie du monde. Donc là, je rappelle que c'est
Point de suspension entre crochets, c'est quand on a coupé une partie du texte qu'on cite. Donc on le signale de cette façon-là. Dans ce poème, vous allez avoir pas mal de choses. Tout d'abord, l'anaphore et l'énumération qui vont ensemble et que vous avez sûrement repéré tout seul. Donc il y en a qui, évidemment qui est très répété. Donc cette forme-là, cette partie de la phrase est identique, donc ça c'est ce qui consiste en anaphore, qui va donner cette anaphore. Et l'énumération, c'est tous les verbes qui suivent et qui amènent justement une insistance sur les différentes façons qu'ont les gens de vivre, là encore, cette période d'occupation. Vous allez trouver aussi, dans ce poème, des antithèses, notamment sur le nombre, entre la première strophe et la deuxième, hein, où vous avez ici tout ce qui consiste dans la première strophe à parler des autres, et dans la deuxième strophe, et moi, donc le poète qui s'exprime en son nom, qui est seul. Donc évidemment, il y a une antithèse sur le nombre. Pour montrer, alors là encore, hein, dans les effets d'insistance, pour montrer l'opposition entre ce que tous les autres font et ce que lui, tout seul dans son coin, fait. Et on voit bien qu'il n'appréhende pas cette période-là de la même façon que les autres. Une hyperbole, la mort de la ville, qui est quand même exagérée parce qu'on parle d'un couvre-feu et d'une période d'occupation, donc là aussi on pourrait faire un petit parallèle avec notre situation en ce moment, sauf qu'effectivement on va pouvoir apprécier le silence autour de nous, et il y a deux façons de le vivre, soit on l'apprécie comme le poète ici, soit c'est quelque chose qui peut un peu inquiéter ou angoisser. Donc on va retrouver cette antithèse ici. Donc la mort de la ville, on exagère, hein, puisqu'on ne parle pas quand même de mort, mais simplement d'un couvre-feu. Et puis, pour terminer, des personnifications. Alors je l'ai simplement souligné parce que c'était dans la première partie de la leçon que vous n'aviez pas à relire, mais normalement c'est une figure de style que vous connaissez, qui consiste à attribuer à quelque chose qui n'est pas humain, à lui attribuer des qualités humaines. Comme c'est le cas ici, hein, la ville en elle-même ne peut pas mourir, il faudrait que ce soit quelque chose de vivant pour ça, tout comme l'agonie du monde, hein, on va parler d'agonie pour un être vivant, et non pas... Alors le monde, c'est discutable, il est vivant, mais en tout cas ici on est bien dans une personnification, ça nous amène à voir le monde comme une personne. C'est le principe de la personnification. Dans les effets, c'est ce que je vous disais, hein, le poète insiste sur sa singularité par rapport aux autres hommes, qui pour la plupart cherchent un exutoire, c'est-à-dire une façon d'échapper au désespoir de l'époque, donc c'est écrit sous l'occupation, ce que je vous disais, ou alors lui demeure étranger. Hein, c'est une autre façon de fuir, hein, en quelque sorte. Prier, fuir, maudire, réfléchir, espérer, dormir, tout ce qu'on peut faire pour s'occuper sans trop y penser. Lui, au contraire, donc le poète, hein, fait corps avec le monde avec lequel il se confond, c'est-à-dire qu'il essaye d'appréhender cette situation entièrement, complètement, écoutant le monde mourir en moi et mourant cette agonie du monde en vivant les choses en même temps qu'elles se passent. Voilà pour les effets des multiples figures de style que vous pouviez trouver dans cet exercice 5. Donc même chose, hein, vous mettez pause si vous avez besoin de temps pour reprendre tout ça. Je vais descendre sur la correction, mais je vous rappelle, vous la trouvez aussi dans votre cahier de texte. Moi je passe au dernier exercice, le 3, qui est un extrait du poème de Desnos, hein, Destinée arbitraire, donc ce cœur qui haïssait la guerre, qu'on a commencé de travailler, sur lequel vous aviez des questions à faire, et qu'on n'a pas encore complètement corrigé ensemble, qu'on va faire après cet exercice qui devait vous amener justement à reprendre un petit peu plus en détail et avec plus de billes, hein, avec la leçon à côté, l'explication de ce poème. Alors, première chose
que vous aviez sans doute repéré de vous-même, c'est l'anaphore qui structure tout le poème. On commence avec ce cœur qui est répété 2 fois, et qui est repris. Alors on a des reprises nominales, pronominales à chaque fois. Ce cœur qui, voilà qu'il, ce cœur qui, voilà qu'il, et qu'il, et qu'il, et qu'il. On parle d'anaphore. Évidemment, tout l'ensemble du poème est aussi une énumération ou une accumulation. On peut parler des deux dans ce cas-là. Il y a un effet d'insistance, forcément, puisqu'on a une répétition. Donc plus on dit les choses, mieux on les entend normalement. C'est un peu le principe de mon métier, d'ailleurs. Ensuite, vous allez trouver une antithèse. Alors, je vous montre déjà ça. L'antithèse, hein, donc qui haïssait la guerre, il bat pour le combat et la bataille. On va le voir là-haut dans le texte. Premier vers, ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. On a déjà une antithèse entre les temps, hein, qui haïssait imparfait, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille présent. Donc il y a une opposition dans la phrase, mais aussi dans le temps, dans ce qu'on explique. Vous allez avoir aussi, évidemment, l'antithèse dans le sens, hein, dans ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce cœur qui haïssait la guerre, c'est-à-dire qu'il était pacifiste, voilà aujourd'hui qu'il bat pour le combat et la bataille, donc qu'il est devenu belliqueux, qu'il a envie de se battre en réaction justement à cette occupation. Ça, on le reprendra plus en détail dans l'explication du poème. Vous avez ensuite une accumulation. Ah non, d'abord, autre antithèse entre cette partie-là et celle qui suit. Hein, même chose, c'est exactement sur le même principe que le premier vers, sauf que c'est plus développé. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, celui des saisons, celui des heures du jour et de la nuit. Donc on a à la fois un cœur pacifiste qui se contentait d'être en harmonie avec la nature, à l'imparfait toujours. Aujourd'hui, on voit justement dans toutes ces strophes-là l'importance qu'il accorde au combat. Et donc tout ça c'est au présent. Il se gonfle, il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, on y reviendra parce que là il y a une autre figure de style. Il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent. Il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne. Évidemment, on a une opposition, donc une antithèse entre ces deux strophes. Et donc, l'accumulation que vous allez avoir ici, par exemple, hein, il ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit, où on a un rythme ternaire, hein, puisque cette accumulation, elle se fait par 3. 3 exemples différents pour montrer justement l'harmonie avec la nature. Et puis on va avoir une hyperbole, ici, puisque si vous avez bien compris le sens de ces vers-là, on parle du cœur qui bat tellement fort, hein, il se gonfle et il envoie dans les veines un sang. Alors ici au passage, métaphore, un sang brûlant de salpêtre et de haine, comme si le sang charriait directement la haine. Alors le salpêtre, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans les maisons un peu trop humides, on appelle ça le sel de pierre. C'est un minéral, hein, des cristaux qui vont se former principalement sur la pierre, mais pas seulement, quand il y a trop d'humidité. C'est quelque chose d'envahissant et d'un peu poison, comme si justement ce sang était envahi de haine, d'un sentiment négatif, mais aussi d'une sorte de poison qui est en train de se répandre à tout le corps. Donc on a ici évidemment une métaphore, hein, c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. Il n'y a pas de comme, il n'y a pas de ressembler à, il n'y a pas de semblable ou de tel que, rien de tout ça, c'est associé directement, donc c'est une métaphore. Et donc l'hyperbole, évidemment, c'est que ce cœur battrait tellement fort que ce bruit, évidemment, s'entend dans la cervelle, mais que ça ferait siffler ses propres oreilles
et même tellement fort que le bruit se répandrait dans la ville et la campagne tout autour. Évidemment qu'on est dans l'exagération, parce que si un jour votre cœur bat tellement fort que ça s'entend dans la campagne environnante, c'est que vous allez mal parti. Donc évidemment qu'on est dans une hyperbole ici pour exagérer. Lui, il le vit de façon tellement intense qu'il a l'impression que ça s'entend dans toute la campagne autour. Donc voilà pour ces exercices. Évidemment, hein, soit vous revenez en arrière pour réécouter des explications, parce que là, forcément, ça va encore plus vite qu'en cours, puisque c'est un long monologue qui, moi-même, a tendance un peu à me saouler. Donc j'imagine que vous avez besoin de pause. Donc forcément, vous prenez le temps dont vous avez besoin, vous revenez en arrière si nécessaire, vous mettez pause pour copier tout ça. Et je vous rappelle, la correction, vous la trouvez aussi dans le cahier de texte. Maintenant, c'est quelque chose que vous, en cours, vous auriez à copier, hein, pas forcément à imprimer et coller. Donc, il ne faut pas flinguer directement toutes les cartouches d'encre. Vous avez des choses que vous pouvez écrire dans votre cours. Voilà, pour la suite, on retrouvera tout ce qu'on a fait dans cet exercice-là. On va le reprendre pour expliquer le poème sur lequel vous aviez déjà travaillé. Voilà pour la correction des exercices.